juste pour la petite histoire, sur le site, il y avait aussi du mésolithique et du romain qui aurait pu faire la transition entre le paléolithique supérieur et les périodes médiévales qu'on va aborder ici. Donc, c'est de longue date que le fer a été produit sur le Salève, et plusieurs programmes de recherche récents ont abordé ces questions de manière transversale. Et les données issues de ces travaux ont permis de caractériser cette industrie dans les grands axes et de la dater et d'ajouter la zone de production du Salève dans la carte des districts sidérurgiques de la région au sens du village. Néanmoins, de nombreux points restaient en suspens et ne pouvaient pas être abordés sans vraiment faire du fouillis. Ainsi, par exemple, nous ne connaissions rien des appareils dans lesquels le fer du Salève était produit. Et nous ne savions pas non plus quelle était vraiment la dynamique économique qui sous-tendait cette production. Afin d'aborder donc ces questions, un programme de recherche axé sur des fouilles a été mis en place, et puis les fouilles ont eu lieu entre 2013 et 2015. Alors, dans les grandes lignes, les problématiques qui nous intéressent, c'est la technologie, comment le fer est produit. On s'intéresse à l'histoire des sciences, à l'évolution des technologies. On s'intéresse à l'économie, combien le fer a été produit, sur quelle durée. On veut savoir qui travaille pour qui, et on veut savoir si ça a un impact sur l'environnement. Alors les mentions anciennes, les premières, ça date d'Albert Naville, du 19e siècle, qui parlait d'une métallurgie liée aux Phéniciens. Plus tard, les géologues, toujours Joukowski et Favre, ont répertorié les amas de scories qu'ils ont trouvés sur le Salève. Et pendant très longtemps, les archéologues pensaient que c'était effectivement une métallurgie qui était liée à l'âge du fer et qui était plutôt ancienne. Dès les années 80, fin 80, surtout 90, des nouvelles recherches permettent de mieux comprendre cette métallurgie. Et puis on peut notamment mentionner les travaux de prospection extensive d'Alain Mello, qui est initié pour l'établissement de la carte archéologique, et qui ont permis d'identifier et de relever des dizaines de sites métallurgiques sur le Salève et qui ont livré une série de datations qui permet de circonscrire cette production. À peu près au même moment, Vincent Cernès, dans le cadre de sa thèse sur les scories de production du fer, prospecte également le Salève et caractérise des scories du point de vue chimique et minéralogique. Il identifie en particulier deux grandes familles de scories, qui sont donc les déchets de la production du fer, et qu'on retrouve sur l'ensemble du chaînon. Et ensemble, ces approches complémentaires font clairement ressortir deux grandes phases de production. Une première attribuée au Moyen-Âge et qui est caractérisée par des scories très denses et très lourdes, et une seconde qui appartiendrait au Moyen-Âge classique et qui serait caractérisée par des scories légères, vitreuses et peu poreuses. Les datations suggéraient par ailleurs que la deuxième période de production était éventuellement liée aux Chartreux, qui sont établis au début du XIIe siècle. Plus récemment, de manière complémentaire à nos propres recherches, Alain Mello a initié un nouveau programme de prospection, centré cette fois-ci sur les charbonnières et la gestion des ressources boisées. Pour ces prospections, il a bénéficié du lidar du Grand Genève, et donc on a un modèle numérique de terrain de très haute précision qui permet de prospecter, même en terrain boisé. C'est un très très bon outil pour ça. Et sur la base de cet outil, environ 800 anomalies de terrain ont été repérées pour l'instant. Et en amont, il a été repéré en amont, et puis Alain Mello prospecte pour aller vérifier sur le terrain si c'est un site et de quel type il est. Et ce travail qui est toujours en cours, et bien concentré sur les charbonnières, a permis de substantiellement élargir la carte des sites connus, de telle sorte qu'on dispose aujourd'hui d'une très bonne vue de cette métallurgie, avec plus de 125 sites directement liés à la métallurgie, une cinquantaine de charbonnières. Et donc, voilà. Voici pour l'image générale un petit peu de ce qu'on a sur le Salève. Maintenant, si on regarde le contexte un petit peu plus large, à plusieurs égards, les vestiges qu'on observe sur le Salève s'apparentent à la sidérurgie médiévale du pourtour jurassien. Cette métallurgie étudiée depuis le XIXe siècle, il y a des recherches pionnières d'Auguste qui crée un ingénieur des mines, qui fut sans doute un des premiers à s'intéresser aux technologies de production du fer ancien. Le Jura a surtout fait l'objet de plus de 50 ans de nombreuses recherches paléométallurgiques, de telle sorte qu'on comprend aujourd'hui très bien comment
on a aujourd'hui une très bonne vision des différentes traditions techniques qui existent sur le Jura, ainsi que de leurs évolutions, de l'histoire, de l'économie du fer de cette région. Au Salève, nous ne disposons pas d'une base de connaissances comparable, notamment en l'absence de fouilles. Et donc, on a monté ce projet pour un petit peu pallier à ces problèmes. Donc, complémentaire vraiment à cette approche extensive, nous, on a décidé de se concentrer sur une très petite zone, particulièrement riche en vestiges sidérurgiques, qui comprend les pâturages de la Veruda et puis des Convers, qui est situé juste en dessus des pommiers, à environ 1200-1300 mètres d'altitude. Donc, on trouve tout un tas de vestiges qu'on repère très facilement à l'œil nu, des minières, des halles, des sillons creusés. Il y a du provenant du lavage, on trouve des minerais partiellement concassés dans un petit ruisseau au Convers. Et bien sûr, on trouve de très nombreux crassiers, dont les plus grands peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres cubes. Toute la zone a été finement prospectée sur environ 1 km² afin d'établir un plan détaillé des vestiges. Et une prospection géophysique par magnétomètre a permis de cartographier l'extension des crassiers, qui sont parfois complètement rasés et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les anomalies relevées par le magnétomètre, qu'on voit ici par des zones contrastées bleues et rouges, ont permis d'identifier les zones les plus propices pour des sondages. Et un crassier particulièrement bien conservé a fait l'objet d'une fouille détaillée pendant ces 3 campagnes. Cet amas de scories a un diamètre d'environ 30 mètres et une morphologie un petit peu atypique en forme de cratère avec une dépression au centre. Et il est constitué par des rejets de scories et des matériaux de construction comme des dalles calcaires ou bien des argiles cuites qui se sont accumulées au cours des ans. Afin de comprendre l'histoire du site, de faire des prélèvements et puis de dégager l'aire de travail qu'on suspecte être dans le centre du cratère, on a commencé donc par fouiller dans ce centre et ça a permis de mettre au jour un bas fourneau ainsi que d'autres structures comme des petits murets de calage autour de l'aire de travail. On reconnaît bien ici sur cette image l'organisation de l'aire de travail agencée autour de ce bas fourneau central. Et puis effectivement, ils travaillaient, ils sortaient du fer, ils récupéraient les scories écoulées et puis ils les balançaient autour d'eux, d'où cette forme circulaire de la main. Le bas fourneau, lui, il est conservé sur une hauteur de peut-être une quarantaine de centimètres, avec un diamètre interne très faible de l'ordre de 30 cm. Alors la partie interne que vous voyez, le petit cercle, c'est vraiment des argiles extrêmement scorifiées, indurées, quasiment scorifiées, et donc qui ont été très bien préservées. Et puis autour, il y a une assise de dalles calcaires qui constituait effectivement la base de la cheminée. Donc il faut s'imaginer que la cheminée, elle allait jusqu'au pourtour extérieur de ces assises de grès. Et puis ça faisait à peu près ça devait faire à peu près un diamètre externe de 2 mètres. Et pour la hauteur, on n'a aucune indication, mais c'est de fourneaux comparables que ça doit être quelque chose comme 2 mètres, une hauteur de 2 mètres. Donc, à gauche, sur l'image, on devine aussi une porte. C'est par là que s'écoulait la scorie au cours de la réduction. Et puis, cette porte, on l'a cassée à la fin de la réduction pour extraire une masse de fer qu'on appelle un massio, et puis qui devait être ensuite épuré pour extraire le fer. Alors, avec une toute petite chambre de combustion comme ça, on ne peut pas constituer beaucoup plus de 10 kg de fer par réduction. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est relativement atypique. Les autres bas fourneaux de la période, la plupart des bas fourneaux de la période sont en fait très massifs. Ils ont des grosses chambres de combustion qui font à peu près 1 mètre de large. Alors, le type de four qu'on connaît qui sera à peu près le plus proche, c'est un type découvert par toujours Auguste Quicret dans le Jura au XIXe siècle, et qui est un fourneau qui a la particularité d'être un fourneau à tirage naturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas tiré par des soufflets, c'est simplement l'effet cheminée qui fait circuler l'air. Et effectivement, on a trouvé très peu sur le site, on a trouvé très peu de fragments tuyères en céramique qui sont normalement, qu'on retrouve normalement quand on a des tuyères. Donc on pense qu'effectivement il y avait juste un orifice d'aération ou plusieurs, même si on ne peut pas absolument être sûr. C'est toujours très difficile en archéologie.
Et il y a très peu d'indices en Europe, d'une manière générale, sur des bas fourneaux à tirage naturel, alors qu'ils sont très fréquents en Afrique de l'Ouest, par exemple. Entre les antiques scories, on trouve d'autres couches qui comportaient ce que nous interprétons comme des restes de bas fourneaux, de cheminées fendues, etc. On sait qu'il y a eu d'autres bas fourneaux qui ont été complètement démantelés. Et une étude fine de la stratigraphie de la mascorie montre que le site a connu une micro-histoire vraiment très complexe, avec plusieurs phases d'habitabilité entrecoupées de phases d'abandon, voire de destruction. Car nos datations montrent effectivement qu'il y a eu une longue occupation sur quasiment 5 siècles. C'est un résultat plutôt inattendu vu que la mascorie n'est pas vraiment très grande. Et aussi au vu de ces dates, on ne peut vraiment plus maintenir le lien entre cette métallurgie et puis les Chartreux, parce qu'on voit bien que la métallurgie est bien présente, et puis depuis des siècles, quand les Chartreux viennent s'établir. Alors effectivement, ça ne veut pas dire que les Chartreux n'ont pas profité de cette métallurgie, mais c'est clair qu'ils n'en sont pas à l'origine. On a trouvé des traces de martelage, donc on sait qu'on a au moins épuré le fer sur le site. On a au moins épuré le fer sur le site pour le mettre en forme compacte pour qu'il soit plus facilement exportable. Une étude archéométrique qui a été faite à l'Université de Fribourg pour comprendre la technologie, reconstituer la formation des scories. Je ne vais pas aller dans le détail de ce travail parce que c'est trop... Voilà. Ça prendrait trop de temps, mais on peut dire comme ça, vraiment comme conclusion, qu'il y a un très bon rendement et une technologie efficiente. On voit aussi qu'il y a probablement une évolution dans les scories, mais il faudra aller un petit peu plus loin en faisant des analyses supplémentaires. J'ai presque fini ici en parlant rapidement aussi d'un volet anthracologique, donc qui est en cours, qui vient vraiment de commencer. Donc c'est l'étude des charbons de bois. Alors l'étude des charbons de bois, elle permet de déterminer les essences, mais aussi quelles parties de l'arbre ont été étudiées et puis quel âge avaient ces parties d'arbre. Et donc, elle donne des précieuses indications sur la gestion des ressources boisées. Et donc, ça, c'est un travail qui doit continuer. On a l'impression qu'il y a effectivement des évolutions qui pourraient être liées à des changements pratiques, mais qui pourraient être liées à des facteurs externes. Donc, c'est quelque chose qui est en cours et qui va certainement être abordé par le travail sur les charbonnières d'Alain Mello, qui comporte un important volet anthracologique qui va être mis en œuvre dans les prochaines années. Donc voilà, pour les perspectives, bon, il y a beaucoup de travail à faire encore. Il faudrait fouiller d'autres sites appartenant par exemple au Moyen-Âge, où les fourneaux sont certainement très différents. On suspecte une deuxième technologie avec des fourneaux un petit peu différents pendant la même période au Congo. Il faut quantifier, dater, il y a de la dendrochronologie qui est en cours qui permettrait ensemble, on pourrait faire des quantifications, les caler dans le temps et donc parler de voir s'il y a des pics de production, si c'est quelque chose de constant. Et donc il y a tout un travail à faire. Le laboratoire, bon, on veut savoir est-ce qu'il y a eu des évolutions locales, etc., de la production, il y a plein de travail à faire aussi. Et l'environnement, bon, maintenant ça, c'est quelque chose dont on va parler dans le futur. Et puis puisqu'on parle de perspective, j'en profite pour donner la parole à Christophe Buffon du service départemental d'archéologie qui va nous parler d'un programme de recherche qui comprend le Salève et puis les activités humaines et puis les traces qu'elles laissent dans... Oui, bonjour à tous, merci pour la parole. Donc c'est juste... il s'agit juste de faire une information sur un projet qui vient d'être approuvé financièrement, donc un projet porté par le département qui associe l'approche archéologique et environnementale. Et il s'agit de mettre en réseau les travaux qui sont menés sur le Salève, donc menés par Alain, Sébastien, Pierre-Jérôme Ray, qui a cette année fait des sondages, qui a repris des sites assez anciens, des sites préhistoriques. L'idée, c'est de mettre en résonance ce qui est fait sur le Salève avec ce qui est fait en parallèle sur Six, sur la montagne de Sannes, et d'initier un nouveau volet de recherche sur Glières, en couplant les approches archéologiques et environnementales. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir comment la notion d'écosystème dans ces milieux montagnards est spécifique sur ces différentes montagnes. Pour les périodes médiévales,
moderne et contemporaine. Voir comment les ressources spécifiques d'une montagne sont valorisées dans le cadre soit du pastoralisme, soit de l'exploitation minière. Voir en quoi, du coup, on a une spécificité des exploitations qui vient influencer, enrichir le milieu, développer un certain type de flore, par exemple pour les charbonnières. Et c'est vraiment mettre en perspective toute cette approche-là. Alors pour ce programme qui débuterait en 2018, qui est escompté pour 4 années, qui intègre aussi un fort volet de médiation et de valorisation, c'est pour ça que vous allez, je pense, en entendre parler dans les années qui arrivent. Pour ce programme, on a constitué une équipe d'archéologues et d'environnementalistes. Donc les acteurs dont vous avez entendu parler jusqu'à présent, Sylvain Coutran qui a parlé ce matin, le laboratoire Editem de l'Université de Savoie, le Muséum de Genève. Et l'idée, c'est d'arriver à produire de l'information et aussi à restituer cette information au public, en travaillant avec les territoires. Voilà, j'ai fait mes 2 minutes. Merci Christophe. Alors juste pour revenir à la présentation de Sébastien, est-ce qu'il y a une ou deux questions sur cette affaire de sidérurgie, où tout est clair? Moi, c'est une question par rapport au four à chaud, parce qu'il y a aussi beaucoup d'exploitation de chaux sous Salem. Donc, est-ce qu'on a entrepris un recensement de ces fours à chaud? Il y en a notamment dans les boîtes Pouillet. Voilà. Je passe directement à Alain qui a plus abordé la question au cours de ces prospections. Oui, dans le cas justement des recherches des charbonnières, enfin surtout de l'analyse du lidar et des données que l'image peut nous fournir dans la précision, les fours à chaud sont pris en considération. En fait, sont pris en considération puisque c'est de chercher à comprendre l'évolution de la gestion du couvert forestier et son exploitation. Le four à chaud consommant du bois, c'est important d'avoir des localisations et on voit des zones beaucoup plus importantes que d'autres, là où il n'y en a pas du tout, là où il y a vraiment de fortes concentrations, etc. Ainsi d'ailleurs que toutes les traces d'exploitation forestière, comme les chables, sont aussi des éléments intéressants. Une autre question? Oui, moi j'ai une question. Oui, j'ai une question moi, sur, disons, les conséquences sur le paysage du fait de l'exploitation du minerai. J'imagine qu'il fallait des quantités de bois assez importantes. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les alpages du Salève sont une conséquence de l'exploitation du minerai? Bon, l'occupation romaine qui était sur d'autres sites était certainement liée à du pâturage. C'est en tout cas ce qu'on suspecte très fortement, donc il y a certainement déjà eu des pâtures avant la métallurgie. La seconde chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement ça consomme beaucoup de bois, mais on n'est pas devant une métallurgie de très très grande envergure. Ce n'est pas des bas fourneaux, c'est pas des hauts fourneaux qui consomment des quantités gigantesques de bois, et on est dans une zone qui est a priori une zone forestière. Maintenant, effectivement, on pourrait combiner les deux approches. On fait de la déforestation pour produire du charbon. Ouais, on en profite pour faire de la pâture, pourquoi pas. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour vraiment discuter de ces questions, mais elles seront abordées certainement au cours des travaux que mène Alain dans le futur. Dernière question. Merci. Sur quel support géologique le minerai a été exploité? C'est des concrétions ferrugineuses qui se trouvent dans le sidérolitique, donc c'est des sables qui ont rempli les crevasses du karst et qui ont été exploités assez extensivement là où il y a des concrétionnements. C'est essentiellement des hydroxydes qui ont été exploités. Ils sont très riches en fer. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à monsieur Dominique Bouvrat, que voici, donc qui est historien, qui va nous parler de l'appropriation et l'exploitation du Salève dans des temps plus historiques.